Monsieur le Président, Monsieur Duc, Mesdames et Messieurs, d'abord, je suis très heureux d'être présent parmi vous, de devoir excuser le président de la Société des Amis, notre ami Dominique Henrès, qui malheureusement ne peut pas se joindre parmi nous ce soir parce qu'il est atteint du Covid, donc il s'en excuse. Et malgré tout, cette petite réunion a été maintenue où on va vous parler des décorations du président Carnot, un ensemble qui est tout à fait bienvenu et approprié au moment où nous avons l'élection présidentielle qui est lancée aujourd'hui. Le président de la République a annoncé qu'il envoyait un courrier à tous les Français ce soir. Donc, nous avons un candidat de plus. Et le président Carnot a la particularité d'être le premier président français à avoir eu autant de décorations différentes. Donc, je vais passer la parole à nos amis Jean-Luc Littéra et Tom Dutheil pour développer sur ces questions-là. Et nous remercions également très vivement le musée de Dijon pour sa disponibilité d'avoir déposé l'ensemble du président Carnot au musée de la Légion d'honneur. Et donc, Madame de Chef de Bien est maintenant heureuse d'avoir un nouvel ensemble de décorations exceptionnelles. Parfait. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne, qui j'espère nous entendre plutôt bien. Bonsoir à tout le monde de la Société des Amis ici présents. Alors, pour vous présenter cet ensemble de Carnot, j'ajouterai en trait d'humour pour l'actualité du président Carnot que c'est le grand acteur de l'Alliance franco-russe de 1891-1894. On passe sur l'actualité de la chose. Vous suivez tout à l'heure. Je vous explique tout d'abord comment ça va se dérouler et après nous allons commencer. Nous avons mis en place les décorations du président Carnot par entre guillemets section. Et donc, à chaque fois, nous développons pour chaque section, avant l'exposition universelle de 1889, l'exposition universelle de 1889, et après l'exposition universelle, une explication historique par moi-même et une explication falaristique par Jean-Luc Littéra. Voilà. Je pense que nous pouvons commencer. Alors effectivement, tout d'abord, commençons par le président Carnot. Le président Carnot est élu donc président de la République en 1887, fin 1886. Il suit la démission du président Grévy. Et deux choses importantes. La première, c'est qu'avec le président Jules Grévy, ils font partie des premiers présidents réellement républicains de cette Troisième République. Donc on voit qu'on a quand même une Troisième République qui, entre 70 et le début des années 80, est une république très monarchiste, surtout sous la présidence de MacMahon. Et c'est vraiment donc l'un des premiers présidents qui va entamer cette... Alors, petite précision, excusez-moi, technique, est-ce que toutes les personnes en ligne peuvent se mettre en muet, s'il vous plaît? Ah non, parce que les Russes. Est-ce que les hackers russes peuvent arrêter de hacker le Merci. Et donc, et deuxième petite chose, le président Carnot est élu un peu à grande surprise, il est élu un peu par dépit par le gouvernement de la Troisième République. Il va être élu un peu par un coup du sort, un petit mauvais coup de Jean Clémenceau, qui dira même avec humour, qui aurait dit avec humour, j'ai élu le plus bête. Et donc, qui est élu parce que c'est un modéré, ce n'est pas un bon orateur, c'est un président de dossier. Un président de dossier, un président très administratif, mais qui va avoir le grand avantage, qui explique cet ensemble d'ailleurs, qui va avoir pour lui de réouvrir la France à l'étranger. Après cette période de la guerre de 70 et cette période d'isolement de la France durant la période, on va dire, monarchiste de la Troisième République, eh bien, le président Carnot va être le grand acteur du nouveau rayonnement de la France à l'international, et ça s'explique évidemment par cet ensemble de décorations. Alors, pour commencer, je vais tâcher de ne pas être trop bavard pour quand même laisser la parole à Jean-Luc. Évidemment, de fait, on commence par la Légion d'honneur. Le président Carnot est nommé Grand Croix le 3 décembre 1887. Il est nommé Grand Croix de tête. Eu égard. Inquiétez-vous, je vais me gronder, je vais monter en haut pour mettre tout le monde en muet.
Tu veux que je monte en haut et continue en haut. Vous avez ici le projet que nous avons dans les archives de la Grande Chancellerie de procès verbal de nomination de Sadi Carnot comme grand maître de la Légion d'honneur, donc nommé en décembre, le 4 décembre 1887. C'est le 4e grand maître de la Troisième République et vous avez ici ses insignes de la Légion d'honneur. Le premier ordre étranger que va recevoir le président Carnot, et c'est assez intéressant, c'est l'ordre de l'éléphant blanc de Thaïlande. Vont suivre l'ordre du dragon d'Annam et l'ordre du Nishan-Utica, et c'est particulièrement intéressant. Après, je céderai la parole à Jean. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que après une période monarchiste où le seul élan colonial, entre guillemets, encouragé par le gouvernement, a été en Algérie, on voit bien là qu'on a une France qui, entre guillemets, lâche les rênes de ce côté-là, et va se lancer dans un grand élan colonial. La Cochinchine, sur lesquelles nous avons des possessions depuis 1848, va réellement commencer à devenir une colonie. Un protectorat est établi en 1883. Et donc, c'est le roi Rama V qui, dans le cadre de relations plus ou moins tendues, mais tout de même cordiales avec Sadi Carnot, qui va remettre l'ordre de l'éléphant blanc. Idem pour l'empereur d'Annam, qui va remettre l'ordre qu'il vient de créer pour tenter de limiter les dégâts diplomatiquement avec Sadi Carnot pour ce protectorat d'Annam qui se met en place. Et c'est le bey Hussein qui va remettre le Nishan-Utica en 1888 à Sadi Carnot, qui n'est pas anodin, puisque le bey Hussein est celui qui a remplacé son frère après le traité du Bardo, après la mise en place du protectorat en Tunisie en 1881. Et donc qui montre bien l'allégeance totale qu'il va faire à la France. Dans la partie un peu plus technique, alors, bref rappel historique important à avoir en tête. Les ordres sont en général en or jusqu'en 1870 à peu près. En 1970, crise monétaire mondiale et changement de parité entre la valeur de l'argent et la valeur de l'or. La valeur de l'or explose par rapport à celle de l'argent. Donc, ça devient trop coûteux pour beaucoup d'États de faire des décorations en or. Donc, ils vont les faire en vermeil. Mais au même moment, deuxième invention extrêmement importante, le vermeil à électrolyse. Avant le vermeil, c'est de la poudre d'or mélangée avec du mercure et mis sur un objet. Très beau, très dangereux, très mortel. Le mercure électrolyse, c'est beaucoup plus simple. On met un objet en argent dans un faisceau d'électrons et l'or vient se coller à l'argent pour faire du vermeil. Problème, qualité désastreuse, vieillissement dramatique. Illustration extrêmement simple. Si le camarade peut se rapprocher. Donc, ceci en fait est une légion d'honneur en or. Alors, elles seront en or pendant à peu près jusqu'en 1914. Fabrication typique Ouisy Lemoine, de même que la plaque. Ouisy Lemoine est le joaillier de l'honneur depuis 1817, où il a succédé à Albou. À côté, en revanche, à la fois le dragon d'Annam et l'éléphant de Thaïlande sont en vermeil à électrolyse. Donc, vous voyez, c'est noir. Donc, la différence entre l'or, et ça, c'est de l'or à 18 carats, parce qu'après, on verra les décorations russes qui sont en or à 15 carats, c'est extrêmement rouge, c'est moins cher. Donc là, effectivement, des fabrications, celle-ci française, celle-ci peut-être locale, et peut-être française, en électrolyse. Si ensuite, on passe au deuxième panneau, on va voir effectivement un ensemble d'ordres avec, là encore, les ravages du low cost. Alors, rassurez-vous, le low cost de l'époque est de bien meilleure qualité que n'importe quelle déco produite aujourd'hui. Quand aura lieu au musée l'exposition des décorations du président Hollande, vous verrez que l'horreur ne connaît pas de limite. Bon, là, on reste quand même sur du soft. C'est de l'horreur années 50. Donc, Maurice et Saint-Lazare, un très bel ensemble belge de Léopold. Alors, à l'époque, la Belgique est un pays riche à cause de l'île. Donc, c'est encore en or. C'est le modèle de Wolfers. En fait, les Belges ont ajouté que c'était Bux jusqu'en 1880. Et après ça, ils vont faire en fait des appels d'offres réguliers
Ils auront deux grands fournisseurs que sont Wolfers et Hermans. Là, c'est une fabrication Wolfers qui est vraiment la meilleure. Les Portugais, donc Da Costa. Alors là encore, date funeste, 1866, date du passage de l'or à l'argent chez les Portugais. Récemment, Jean-Christophe Pelleter a vendu le dernier collier en or qui était fait, attribué à l'ambassadeur français. Ça, le président est celui-là en 99. Vous voyez, le centre est resté en or, mais le reste est en vermeil. Le Brésil, alors qu'intéressant le Brésil, puisqu'en fait, les décorations brésiliennes sont faites par Lemaitre, fabricant parisien, depuis à peu près 1863. Et on verra, c'est aussi le cas du Sauveur de Grèce. Et là encore, on conserve en fait un bon élément de qualité, puisque ceci est en or. À côté, le Danilo de Monténégro. Alors, particularité de l'époque, c'est que les ordres de la future Yougoslavie, donc Serbie et Monténégro, sont faits en Autriche, puisque c'est l'Autriche, en fait, qui est le support des monarchies balkaniques, contre notamment les Turcs, et ils ne sont pas encore pro-russes. Le basculement pro-russe se fera plus tard. Je prends la suite pour ces quelques décorations. Alors, les décorations que vous avez ici, je vais être assez bref au niveau historique parce que ce sont des décorations reçues S-fonction. Léopold II les remet dès 1888, lors de Léopold, comme tous les présidents français, et on sait qu'il y a encore aujourd'hui, reçoivent lors de Léopold S-fonction. C'est lors d'une rencontre à Fontainebleau que le roi de Savoie lui aurait remis Saint-Maurice-et-Lazare, idem, en 1888. Le Brésil, en revanche, c'est le Premier ministre, enfin non, pardon, c'est le grand homme dont le nom m'échappe. Toutes mes excuses, parce que je reconnais que je parle mal le portugais, à peu près bien l'espagnol. Excusez-moi. Ah oui, c'est Augusto da Silva, tout simplement, qui est vraiment le grand homme, tout simplement, da Silva, pour un Brésilien. Tu n'aurais presque dû. C'est vrai, c'était da Silva, exactement. Da Costa pour faire des jeux. C'est Da Costa, exactement, c'est tout à fait ça. Qui lui est nommé Grand Croix en décembre 88 de la Légion d'honneur et qui va remettre lors de la Croix du Sud, qui est vraiment celui qui, idem pour le Brésil, a voulu ouvrir l'empire du Brésil à l'international. Donc, entre guillemets, l'échange des décorations était assez logique. Le Monténégro, c'est un échange. Vous verrez que le président Sadi Carnot va faire beaucoup d'échanges de décorations à Fontainebleau. Il y a d'ailleurs une salle qui porte son nom, le Fumoir Carnot, qui sera ouverte exceptionnellement cette année lors de l'exposition Rosa Bonheur, pour voir quelques autres décorations intéressantes. Et donc, en revanche, là, le prince Alexandre est déjà Grand Croix depuis 1883, mais dans le cadre de cet échange, c'est son fils qui va recevoir la Légion d'honneur, donc en juillet 89. Voilà pour l'ensemble des décorations, si je puis dire, que le président va recevoir avant l'exposition universelle, qui montre déjà une ouverture internationale, qui montre déjà vraiment un revirement par rapport à ce qu'il y avait avant. On ouvre la politique internationale et surtout, on a vraiment le début lancé par Jules Ferry dans les années 1880, enfin la fin des années 1880 et 1890, de l'épopée coloniale française, notamment en Asie. Pour continuer et partir sur l'épopée coloniale en Afrique et sur l'exposition universelle, vous avez ici les décorations qui vont être remises en 1889. Alors, celles-ci sont un peu uniques et celles-ci dans le cadre de l'exposition universelle. Alors, ici, une décoration tout à fait unique pour laquelle je vais vous lire tout simplement la lettre de remise. Cette décoration, qui est unique, c'est l'ordre de Ranavalona III, donc remise par la reine de Madagascar en 1889. La reine Ranavalona III, qui créera un ordre plus tard en 1896, qui est plus connu, mais ça je laisserai Jean-Luc vous en parler. Pareil, voit son pays petit à petit grignoté par le protectorat français, tente plus ou moins de faire de la résistance de palais et tente tout de même de s'entendre avec le président Carnot. Et elle va être fait Grand Croix, elle, de la Légion d'honneur en décembre 88. Alors, elle va demander à ses joailliers sur place de bricoler quelque chose qui, vous le voyez, ressemble quand même peu ou prou à la Légion d'honneur. Tout de même, il est quand même très, très proche. Et va le donner au président Carnot, ce qui fait de cet ensemble un ensemble unique. Ça a été donné vraiment que pour le président Carnot, et ça ne sera plus jamais donné après. Et je vous lis là, qui est dans les archives malgaches, la lettre qui accompagne cette remise. Par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, reine de Madagascar et défenseur des lois de son pays, à son Excellence M. Carnot, président de la République, salut.
Nous vous remercions sincèrement de votre lettre du 10 octobre 1888, nous conférons le grand cordon de l'Ordre national de la Légion d'honneur, que nous acceptons comme un gage des bonnes relations qui existent heureusement entre Madagascar et la France. C'est assez hypocrite, très honnête. Nous sommes heureux de vous conférer par la présente. Alors, je traduis l'ordre de Ranavalu, je traduirai parce que je serais incapable de prononcer ce qui est dit de notre royaume. Recevez-la comme témoignage de la sympathie et de l'amitié sincère, encore une fois, une hypocrisie, que nous professons pour votre personne et comme gage de l'entente cordiale qui existe entre nos deux gouvernements. On va exilé, on va pouvoir enfin un protectorat à Madagascar, mais on a vraiment là justement quelque chose d'assez unique et qui montre la politique, le revirement très républicain de la France sous le temps république. Autre chose très amusante, le Venezuela. Le Venezuela, donc, vous avez là l'ordre de Simon Bolivar, du libérateur, Bolivar, qui est, Sadi Carnot va être le seul président de la Troisième République et le premier à le recevoir, dans des circonstances qui sont complètement uniques. Dans les années 1880, Jules Pérévis s'était engagé à envoyer les sœurs de Saint-Joseph, Tarbes, au Venezuela, à la demande du président du Venezuela, pour aider à mettre en place une éducation, pour aider à mettre en place un système de santé. Or, avec l'arrivée de Sadi Carnot au pouvoir, un président qui prône la laïcité, il y a eu une grande peur que Sadi Carnot empêche le départ de ces sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, alors même que tous les frais avaient été avancés pour leur départ. Quelques méli-mélos diplomatiques, Sadi Carnot autorise le départ, et en échange, il reçoit cet ordre. Donc vous avez ici le diplôme dont il faut saluer la connaissance, parce que c'est pour l'instant le seul diplôme de Sadi Carnot que nous avons connaissance de l'existence. Il est dans la fondation François Bourdon au Creusot. Et appel au peuple, si vous savez où se trouvent les autres diplômes de Sadi Carnot, vous êtes bienvenus pour nous signaler, car pour l'instant, il demeure aux abonnés absents. Les autres ordres sont ceux que Sadi Carnot va recevoir en inaugurant en mai 1889 l'exposition universelle. Alors, c'est une exposition universelle bien particulière. Pourquoi? Parce que celle de mai 1889, qui dure de mai à novembre 1889, et cette exposition qui célèbre le centenaire de la Révolution française. Autant vous dire que les royautés européennes ne se sont pas pressées pour envoyer des délégations officielles à une exposition qui célèbre la Révolution. Donc, beaucoup de délégations, peu, notamment britanniques, d'Autriche-Hongrie, etc., officielles, réellement. Ce qui explique que les ordres que Sadi Carnot reçoit dans le cadre de cette exposition universelle sont finalement, je ne vais pas dire peu prestigieux, mais n'illustrent pas, vous n'avez pas le bain, ne sont pas ceux des grandes royautés européennes de cette époque. Le Japon, qui illustre donc le chrysanthème, cet ordre qui illustre l'ouverture de l'art Meiji, l'ouverture du Japon à l'international, qui va être remis dans le cadre de la participation de l'empereur Meiji à l'exposition universelle. L'ordre du lion néerlandais, idem. Le Pays-Bas est en pleine explosion industrielle. Il aurait été impossible de participer à l'exposition universelle. Et dans ce cadre, ils remettent l'ordre du lion néerlandais. Saint-Marin s'est fait une spécialité d'avoir un stand aux expositions universelles qui attire les foules, qui soit jugé extraordinaire. Celui-ci est avenue de Suffren. Il déchaînera les chroniques. Vous avez énormément d'articles sur le stand de Saint-Marin, qui est une toute petite principauté, et qui explique la remise de l'ordre de caisse de Saint-Marin. Et enfin, très amusant, la remise de l'ordre de Saint-Charles de Monaco, toujours en 1889. Pourquoi? Bien parce que vous savez que le prince Albert Ier est ce prince océanographe, voyageur, qui va avoir réellement lui-même être un explorateur et va avoir une vraie collection d'équipements océanographiques, d'équipements, et bien toutes ces trouvailles, tout cet équipement, il va lui-même l'exposer dans le stand de Monaco à l'exposition universelle, et c'est dans ce cadre-là qu'il va remettre ces insignes et qu'il va lui-même être fait grand croix de la Légion d'honneur. Je termine, avant de donner la parole à Jean-Luc, par quelque chose que nous avions déjà vu en avant-première lors de du dernier événement pour la Société des Amis, c'est l'ordre du portrait impérial donc d'Iran. Le Shah d'Iran, vous le savez, de cette époque-ci, est ce Shah, Nasser al-Din Shah, qui parcourait l'Europe de nombreuses tournées, échangeant ses ordres, les modifiant pour avoir une politique de rayonnement international. L'Iran participe à l'exposition universelle de 1989. Il va remettre le portrait impérial
à Sadi Carnot, ce qui est tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce que par exemple, Félix Faure n'aura que la première classe de l'ordre du Lion et du Soleil, alors que le Panthéon impérial est une classe supérieure de l'ordre du Lion et du Soleil. De même, cet ordre du portrait est normalement organisé avec des grades suivant les rubans. Vous voyez ici les différents rubans de l'ordre du portrait. Or, le plus prestigieux, c'est le ruban bleu ciel. Et vous pouvez voir ici qu'il y a le ruban bleu ciel. Enfin, c'est censé être la seule distinction en diamant. Je dis bien censé parce que dans les faits, ce ne sera pas du tout vrai. Ce ne sera absolument pas vrai. Mais c'est censé être la seule distinction en diamant distribuée par l'Iran avec les Agdas. Puisque je cite le firman du Shah d'Iran qui avait légiféré sur l'ordre du Lion et du Soleil, les décorations ont pour but d'honorer la personne et non de donner un profit précieux à celui qui l'apporte. Il cite en Égypte les décorations en diamant. Voilà pour les décorations du président reçu à l'exposition universelle. Donc, je ne vais pas reprendre le commentaire sur l'ordre de Ranavalo. En fait, il y aura dans l'histoire deux ordres différents de Madagascar. Le premier, l'ordre de Radama II, fabriqué en France par à l'époque Crétli, entreprise commerciale financée par un homme d'affaires français établi à Madagascar. Et ensuite, l'ordre de Ranavalo III, qui sera fabriqué par Chobillon, et qui aura une durée de vie assez brève, puisqu'après, effectivement, on va les envahir, ce qui se faisait assez souvent à l'époque. Si maintenant on passe aux ordres étrangers, alors en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit les spécificités nationales. Le Japon, c'est un ordre japonais, c'est-à-dire que conçu et fabriqué au Japon. Les Pays-Bas, c'est un ordre néerlandais, conçu et fabriqué aux Pays-Bas, mais avec de la récupération, puisque la plaque est une plaque de Van Vielik, donc vers 1890, alors que le bijou est un modèle à vis datant de 1850. Les ordres néerlandais sont en effet restituables. Donc, cet ordre doit être fait pour la première fois vers 1850, rendu au décès de son titulaire et réattribué au président Carnot. Après, nous avons les triomphes de l'exportation. Le président actuel serait absolument ravi, puisque les trois autres ordres, Venezuela, San Marin et Monaco, sont des fabrications françaises. Le Venezuela et Monaco de Halley. Alors, c'est la dernière période de Halley avec, à la place de l'aigle impérial, la toudra du sultan ou un signe honorable plus ou moins compréhensible, au revers. Et San Marin, c'est Crétli. On remarquera d'abord que les États à fiscalité privilégiée déjà ont des décorations en or 18 voire 21 carats, ce qui prouve bien leur solidité financière. Je laisserai le commentaire sur les ordres exotiques. Parfait, je vais reprendre. Alors là, on a été finalement à avoir retravaillé. C'est vrai qu'on a fait effectivement un peu d'exotisme moins chronologique. Et paf, on est reparti sur de la chronologie. Donc, je vais faire moi-même ce petit aller-retour avec l'ordre de l'étoile d'Éthiopie que vous avez ici. Alors, pour ce qui est de la partie historique, c'est vraiment le début du jeu des alliances. Et là, je vais faire un tout petit peu d'histoire diplomatique, mais pour qu'on comprenne bien tout ce qui va se passer ici. Et d'ailleurs, Henri Laurence dirait et a dit récemment que c'est encore très vrai aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que constatent les États, les grandes puissances européennes à la fin du XIXe siècle? Eh bien, que si vous n'avez pas d'alliés, vous êtes cuit. Et on constate plus ou moins encore aujourd'hui. Si vous ne faites pas partie d'un réseau d'alliance, d'un système d'alliance, eh bien, tout simplement, vous êtes seul et vous êtes en proie à une invasion possible. Comment l'a-t-on constaté? On l'a constaté depuis le congrès de Vienne, depuis 1815. On l'a constaté avec l'Autriche-Hongrie complètement esselée attaquée par la Prusse, la France en 70, complètement esselée diplomatiquement aussi en guerre contre la Prusse, et la Russie, petit à petit esselée avec le changement de diplomatie de Guillaume II quand Bismarck est écarté et que Bismarck, qui prenait l'entente des grands empires, Russie, Autriche, Allemagne, va être écarté. Guillaume II va prendre lui l'entente Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. Et l'Italie, elle, va vouloir se mettre à rentrer dans le jeu colonial. Où se dirige-t-elle? Eh bien, traditionnellement, vers l'Éthiopie.
et va donc vouloir établir un protectorat en Éthiopie. L'empereur Ménélique II ne l'entend pas du tout de cette oreille et va lui être au contraire un empereur concurrent et va vouloir résister au protectorat italien. Et là, vous avez encore une fois le jeu des alliances qui commence à se mettre en place. Qui soutient l'Italie? Eh bien l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. Qui soutient l'Éthiopie? Eh bien la France et la Russie, dont on s'est déjà rapproché. On va y revenir. Et donc, c'est dans le cadre de cette entente entre l'Éthiopie et la France que Ménélique II va recevoir la Grande Croix de la Légion d'honneur en juillet 92 et que Sadi Carnot, lui-même en juillet 92, va recevoir l'ordre de l'Étoile d'Éthiopie, que vous avez ici, qui est vraiment une fabrication locale magnifique. Ça, c'est vraiment parmi les trésors qu'on a des décorations de Sadi Carnot. Je termine l'ensemble, mais je te laisse terminer. La Serbie. Eh bien, la Serbie, on rentre encore une fois dans ce jeu des alliances. Le roi des Serbes cherche des alliés pour progressivement s'éloigner de l'Autriche-Hongrie. Et c'est dans ce cadre-là que Sadi Carnot reçoit en 1891 l'ordre de l'Aigle Blanc, division civile du royaume de Serbie. La Suède, je ne vais pas m'y étendre, si ce n'est que j'avais mis quelque part les armoiries. Le projet d'armoirie. Le projet d'armoirie que fera faire Sadi Carnot. Ça, c'est un dessin d'archives qui, pareil, est dans la fondation François Bourdon au Creusot. C'est donc le dessin pour les armoiries de chevaliers, alors les séraphins, qui sera donc promis par le roi de Suède à Sadi Carnot en 91. Tous les présidents vont recevoir et reçoivent encore l'ordre des séraphins. Donc là, c'est encore une fois une remise de fonction. Beaucoup plus intéressant, la Russie. Alors là, la Russie, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est le fait de gloire de Sadi Carnot. C'est vraiment le grand morceau de sa présidence, de sa diplomatie. C'est vraiment la sortie de la France du trou noir diplomatique dans lequel elle était depuis 1870. Eh bien, c'est l'entente franco-russe de 1891-1894. Comme je vous l'ai dit, la Russie d'Alexandre III va se retrouver isolée par le changement de politique de Guillaume II. Guillaume II ne regarde plus vers la Russie, qui inquiète, qui apparaît faible, qui s'en prend un petit peu trop à l'Empire ottoman et qui a eu tendance à être assez isolé sur le plan diplomatique en Europe. On l'a vu avec la guerre de Crimée. Et Guillaume II va beaucoup plus vouloir s'entendre avec l'Autriche-Hongrie et avec l'Italie. C'est le début de la fameuse Triple Alliance qui durera pendant la Première Guerre mondiale. La Russie va donc un peu à reculons, il faut le dire au début, chercher à s'entendre avec la France. Pourquoi à reculons? Parce que pour un tsar qui mène une politique beaucoup moins libérale d'ailleurs que le tsar précédent, aller s'entendre avec un gouvernement qui est de plus en plus républicain, ça n'est pas vraiment de soi au départ. Mais bref, il va finir par tout de même conclure, tout d'abord en Russie, un accord avec la flotte, enfin, vous allez avoir une visite de la rade de Kronstadt par l'empereur Sadi Carnot, puis une visite, le président Sadi Carnot, puis une visite de la rade de Toulon par le tsar Alexandre III, et donc vont être signés les premiers accords franco-russes qui vont mener à cette alliance à laquelle se joindra, elle aussi un peu en reculons, l'Angleterre. Enfin, cette entente, qu'elle se joindra un peu plus tard et de manière un peu plus éloignée, le Royaume-Uni. Mais c'est réellement le fait de gloire, et le fait de gloire se traduit par quoi? Eh bien par la totale, si je puis dire ça, je laisserai Jean-Luc en parler, mais mis à part Saint-Vladimir et Saint-Georges qui sont réellement en distinction de mérite, Sadi Carnot va recevoir en mars 1891 le package complet des ordres russes, avec Saint-André au premier rang, mais également fait assez étonnant pour un président, l'Aigle Blanc, Saint-Alexandre Nevski, Saint-Stanislas et Sainte-Anne. Pour terminer, pour laisser la parole à Jean-Luc, la Grèce va être remise au roi Georges Ier à Fontainebleau, encore une fois, en 1892, dans le cadre d'un échange entre le roi Georges Ier et Sadi Carnot de Légion d'honneur et de l'ordre du Sauveur que vous avez ici. Et alors, une décoration qui apparaît tout à fait énigmatique et pour le moins assez étonnante quand on pense justement au plan géopolitique, à la configuration géopolitique, eh bien, c'est la remise en mars 1894 de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, donc dans l'ordre de l'Empire d'Autriche-Hongrie,
au président Sadi Carnot, alors même qu'on ne s'entend pas extrêmement bien avec l'Empire d'Autriche-Hongrie à ce moment-là. Mais que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, le comte Ladislav Hoyos, ambassadeur d'Autriche-Hongrie, va cesser ses fonctions en France, et donc il va recevoir la Grande Croix de la Légion d'honneur, et en guise d'échange, eh bien, le président Sadi Carnot va recevoir l'ordre d'Autriche, l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie. Alors, petite question pour terminer, parce que vous êtes tellement sage qu'il faut vous, comme les groupes scolaires, qu'il faut vous embêter un petit peu. Il y a là-dedans un grand absent. Il y a ici un ordre qu'a reçu Sadi Carnot qui n'est pas représenté. Lequel? C'est son d'or. Pardon? Toison d'or? Non, pas la toison d'or, mais c'est de Charles III. Non plus. Plus au nord. L'éléphant. Sadi Carnot va recevoir l'ordre de l'éléphant du Danemark et chose assez étonnante, alors qu'il va s'empresser de demander un ex-libris à sa famille, que va lui envoyer sa mère dans un livre pour faire les armoiries des séraphins. Vous avez toute la correspondance au Creusot, c'est assez amusant. Pour faire ces armoiries des séraphins, et bien les armoiries de l'ordre de l'éléphant n'ont jamais été réalisées. Vous n'avez donc pas d'aquarelle de ces armoiries à Copenhague. En revanche, il a bien été fait également chez les ordres de l'éléphant. Je vais terminer pour la partie diplomatique. Si on doit retenir une chose, c'est que pour une présidence somme toute assez courte, vous avez réellement un réveil international et réellement un ensemble tout à fait extraordinaire pour Sadi Carnot. Et ça va être pour nous justement un plaisir de l'exposer et de l'exposer de manière comparative à tous ces autres ensembles des présidents notamment de la Ve République que l'on va exposer, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, dans le cadre de notre exposition parcours. On sera ravis de vous faire découvrir à partir de juillet de cette année, et des décorations d'Adolphe Thiers qui devraient également nous rejoindre, beaucoup plus modestes, mais qui devraient être également prêtées pour un an dans le cadre de cette exposition. Je te laisse terminer par la partie logistique. Donc, reprenons sur en fait ce dont tu parlais à l'Autriche-Hongrie. À quoi voit-on l'influence de l'Autriche sur la Serbie? D'abord, le ruban. C'est le même type de rosette austro-hongrois qui est très particulier. Ensuite, le fabricant de l'aigle blanc, c'est Reuth, qui est le grand fabricant autrichien. Alors, pour les spécialistes, on a ici une plaque de deuxième modèle qui soit faite des rayons diamantés Alcam avec les rayons plats. Le premier modèle, les rayons sont mieux diamantés. Et le fabricant de cette plaque est également Reuth. Alors, particularité de Saint-Étienne de Hongrie, là encore, la décoration est restituable. Historiquement, la plaque était en canopie, donc en tissu non restitué. On ne restituait que le bijou. Et nous avons un bijou qui doit dater de 1830-1840, avec une couronne qui, elle, doit dater de 1860-70. Donc, les séraphins, bon, c'est le modèle classique de Karlmann. Karlmann est le fournisseur de la couronne suédoise depuis 1861. Après, effectivement, le joker, donc, c'est Saint-André. Alors, Saint-André, en fait, depuis 1837, il finit son mot. Quand on a dans le même paquet, donc Saint-André, ordre à classe unique, Saint-Alexandre Niewski, également ordre à classe unique, l'Aigle Blanc, qui est un ordre polonais qui a été capturé et qui a trahi en 1830, classe unique, Sainte-Anne, qui est un ordre originellement de Holstein-Gottorp, qui est devenu russe en 1700. Non, en fait, dès l'instant avec le Saint Pierre III, et Saint-Stanislas, également ordre polonais, recapturé comme les autres. Et en fait, tous ces ordres, d'abord, la production d'ordre russe n'a rien à voir avec la production d'ordre européenne. Un ouvrage remarquable a été produit sur des honneurs attribués chaque année en Russie. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait chaque année 300 premières classes de Saint-Stanislas attribuées. Moi, il y avait 50 chevaliers de l'Aigle Blanc. Les jours d'honneur, on est à peu près sur, mettons, 10 grands points. Ensuite, l'or russe est jusqu'en 1857 de l'or à 21 carats, ce qu'on appelle 72 vatniki. Ensuite, c'est de l'or à 15 carats, ou 14 carats. Et donc, certaines décos russes, vous verrez, ont un teint un peu rougeâtre par rapport aux décorations qu'on a vues ici en invasif, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cuivre.
En fait, c'est, pour reprendre le titre du bouquin de Georges Sokolov, c'est déjà la puissance pauvre. On le voit par les décorations. Dernier élément, les Grecs. Grecs étaient un roi danois. Donc le sauveur est le modèle en fait postérieur à la réforme de 1869. En fait, il y a deux réformes successives dans le sauveur. Le sauveur est un ordre au début avec le profil du roi Othon. Quand on a créé la Grèce indépendante, on a mis un Bavarois à la tête de la Grèce, comme ça, sans mettre personne, qui doit quitter malheureusement le pouvoir, remplacé par un Danois. Donc le dit danois commence par avoir un type dit transition, qui est un type en fait, qui est l'ancien type, mais avec le profil du Christ Pantocrator et non plus le profil de Othon au milieu. Et en 1869, comme la décoration coûte très cher à produire et qu'elle est assez fragile, puisque en fait, le bijou est relié à la couronne par un simple anneau, passe à ce modèle-là, qui est beaucoup plus simple à fabriquer, et avec un pontet en V, qui est beaucoup plus solide. Fabrication de Lemaître. Et quand vous regardez sa fabrication et ce magnifique pontet, et que vous le comparez, travelling, avec le magnifique pontet en V de la Croix du Sud, en fait, c'est le même, parce que le fabricant est le même. Donc, plus on standardise des pièces, plus on baisse le coût. Mais dans les deux cas, c'est de l'or 21 carats, donc c'est encore une décoration riche. Oui, je pense que. Vous avez des questions de l'audience, d'ailleurs. Oui, On a des questions. interactives. Très impressionnant. Extrêmement impressionnant. Sadi Carnot est élu en Côte d'Or. La décoration a été donnée au musée des Beaux-Arts de Dijon. Que tout comme la décoration de Maréchal Vaillant, que nous avons le dépôt effectivement au premier étage, elle n'est pas exposée. Et effectivement, on a demandé en dépôt. Alors, pour les petites annonces pour clore cette conférence, tout d'abord, un grand merci à la Société des Amis de nous avoir permis d'organiser cet événement qui permet toujours de mettre en valeur nos collections, d'échanger, d'apprendre énormément de choses. La mise en place progressive de ces événements est vraiment un plaisir. Et justement, pour effet d'annonce, cet ensemble qui est mis en dépôt par le musée des Beaux-Arts de Dijon, ajouté au don de décoration François Hollande, a amené à une idée d'exposition dossier qui a pris un peu plus d'ampleur de ce qu'on aurait pu souhaiter, mais qui a pris de l'ampleur, qui va donc devenir une exposition d'une république à l'autre, qui va ouvrir en juillet. Le musée va fermer ses portes dans une semaine. Nous allons préparer cette exposition qui ouvrira en juillet, qui donc présentera les quelques décorations. Dans cette salle, les décorations de Nicolas Sarkozy, dans l'autre salle, les décorations de François Hollande. Vous aurez en introduction à l'entrée du musée les décorations de Sadi Carnot pour regarder les décorations d'Adolphe Thiers et un parcours dans le musée de nos décorations présidentielles. Donc un événement que nous serons évidemment ravis de vous convier. Un grand merci à toi, Jean-Luc, ça a été un plaisir de faire ça avec toi à mi-temps. Merci à tous. Merci à vous. Merci à Cyril. Merci à exactement. J'espère que cet événement en ligne est un bon premier pas. Normalement, il est enregistré. Normalement, vous pourrez le voir et le revoir indéfiniment. Que des merci, que des bravos.